Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en histoire et nous allons étudier à travers trois protagonistes et deux affaires comment l'image de la monarchie française est écornée à la veille de la Révolution française. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que votre programme de seconde en histoire va s'arrêter à la veille de la Révolution française et que vous rattaquerez avec en première. C'est pour ça qu'il nous reste à voir comment l'image de la monarchie française se dégrade au XVIIIe siècle, notamment à la fin de ce dernier. On verra ça à travers donc deux rois, Louis XV que vous avez à gauche, Louis XVI au centre, mais aussi une reine, la femme de Louis XVI, Marie-Antoinette, que vous trouvez à droite. La première affaire se déroule en 1757 et s'appelle l'affaire Gérard-François d'Amiens. Cette affaire donc se déroule en janvier pour ses faits les principaux et il fait très froid, d'où mon premier gif. En effet, vous allez me demander pourquoi est-ce que ça a son importance, nous allons y venir tout de suite. En effet, alors que le roi Louis XV regagne son carrosse, un homme fend la foule et attaque le roi d'un coup de couteau, il le blesse. Cependant, le fait est que, étant donné qu'il fait froid, le roi est chaudement abrité dessous ses fourrures, et grâce à l'épaisseur des fourrures, le roi ne reçoit que des blessures superficielles, et donc va réchapper à cet attentat. Sauf que Robert François d'Amiens a commis le crime le plus grave que l'on peut avoir dans la monarchie française. Ce crime est celui bien de l'attaque sur le roi, cette attaque sur l'individu le plus important de la société, et surtout l'envoyé de Dieu sur terre dans les croyances de l'époque. Donc quelles sont les conséquences? Eh bien l'homme est directement arrêté, il va être torturé afin de savoir s'il a bien eu des complices au sein de la garde royale, etc. Et le fait est que eh bien le châtiment tombe et ce sera la mort, mais la mort donc dans des conditions bien spécifiques. Il va subir tout un tas de châtiments spécifiques afin de le faire souffrir. Tout d'abord, on va lui enlever des morceaux de peau, on va lui brûler certaines parties de son corps, et enfin il sera écartelé. Cependant, l'individu est tellement solide qu'on devra faire appel à un bourreau pour le démembrer. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'à cette époque, eh bien, les scènes où le roi rend la justice sont des scènes que l'on vient voir, et donc, chez une partie de la foule, ça va déclencher le dégoût, et on peut se demander finalement, enfin, la foule se demande comment est-ce que la justice peut être finalement aussi bien dégoûtante, aussi violente, et cela va permettre aussi de remettre en cause la justice du roi, comme trop violente et difficile à justifier. Donc on en a fini avec cette première affaire qui marque un premier écornement dans l'image du roi. Passons à présent à l'affaire du collier de la reine en 1785 et qui implique le roi Louis XVI, à qui on propose bien d'acheter des bijoux pour sa femme. Bien que les bijoux soient sublimes, ornés de plusieurs dizaines de diamants, le prix est énorme, 1 600 000 livres d'après les estimations, et le couple royal recule face à l'énormité du prix. Cependant, tout le monde ne recule pas. Le cardinal de Rohan va acheter le collier afin de le faire passer à la reine Marie-Antoinette dans le plus grand des secrets. En effet, il espère s'en accorder les bonnes grâces, mais comme il y a une affaire, c'est bien que les choses ne vont pas tourner correctement. De plus, on voit bien que ma flèche orientée vers Marie-Antoinette n'est pas complète, elle est en pointillé. En effet, le cardinal de Rohan va confier le soin de faire passer les bijoux à la reine par des individus dans le secret, sauf que ces individus sont des escrocs et vont revendre les bijoux à l'étranger et la reine ne verra jamais la couleur des bijoux. Quelles sont les conséquences? Eh bien, la reine va informer le roi, tout d'abord, qui va confier l'affaire au Parlement. Sauf qu'il s'agit d'une grave erreur. Nous en avons déjà parlé, le roi, voit bien dans le Parlement, finalement, un contre-pouvoir. Le Parlement de Paris tente plusieurs fois de se soulever contre le roi, de montrer son pouvoir, etc. Et le roi va révéler l'affaire, et finalement enflammer un peu les poudres du côté de la bourgeoisie, de ceux que l'on cherche à taxer. En effet, pourquoi est-ce qu'on nous taxerait si la cour se fait avoir dans des affaires aussi grosses, entre guillemets, perd d'aussi importantes sommes? Ça révèle aussi le faste dans lequel vit la cour, alors que bien d'autres sont beaucoup plus en difficulté. Eh bien, ça déclenche la colère
dans la société, et des individus s'élèvent contre ces excès que commet la cour. Malgré tout, nous avons deux affaires qui montrent bien que l'image de la cour et de la monarchie sont dégradées, mais est-ce qu'on peut dire que ces deux affaires ont montré ont permis directement de monter au créneau dans le cadre de la Révolution? Eh bien, non. En effet, il y a une multitude de facteurs à prendre en compte, ce schéma me convient davantage, avec des éléments de contexte internes à la France, mais aussi européens et dans le monde, avec par exemple l'indépendance américaine, qui permet de justifier le fait qu'on se soulève contre un pouvoir que l'on trouve injuste. Il y a aussi des crises climatiques à l'échelle européenne qui font que le mécontentement augmente, puisque les récoltes sont mauvaises, etc. Mais dans le contexte français, il y a les conflits qui font augmenter les impôts, etc., et qui augmentent encore une fois le mécontentement. Donc, n'oubliez jamais qu'il faut contextualiser dans le cadre historique, c'est très important, c'est pour ça qu'on vous demande de le faire en histoire, c'est primordial, notamment dans une analyse de documents. Donc, c'en est fini pour cette vidéo en histoire. Je vous souhaite une très bonne journée. Il reste disponible via les canaux habituels pour les questions, donc le NT, les mails, etc. Merci de votre attention.